En France, ces dernières années, c'est l'islamisme radical ou des terroristes agissant en son nom qui sont les auteurs des attentats antisémites meurtriers. Cette haine en a souvent minimisé une autre, celle de l'extrême droite, qui se présente même parfois aujourd'hui comme un rempart au terrorisme islamiste. Nicolas Lebourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste de l'extrême droite, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, mais aussi d'un très instructif rapport sur les extrêmes droites et l'antisémitisme en France pour la LICRA. Merci d'être avec nous sur Academ. Puisqu'en France, l'antisémitisme à l'extrême droite ne tue plus ces dernières années, en quoi représente-t-il un risque aujourd'hui ? Alors, en soi, d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Ne tue plus, bien évidemment, l'essentiel de la violence antisémite et de la violence homicide n'est pas du côté de l'extrême droite. Elle n'est pas à zéro, comme on dit parfois. En 1984, vous avez un néo-nazi qui assassine une femme au nom de sa judéité et qui va être emprisonné pour cela, avec un procès qui montre bien que c'est son antisémitisme. La question de la violence antisémite à l'extrême droite, elle est en très nette décrue à partir de 1982, où les cibles de la violence d'extrême droite, ça devient plutôt les personnes d'origine arabo-musulmane. Ensuite, cet antisémitisme, il est polyvalent à l'extrême droite, mais c'est d'abord aujourd'hui, en ce qui concerne les idées, un antisémitisme culturel plus qu'une offre politique, et en ce qui concerne les violences depuis la profanation du cimetière de Carpentras en 1990, c'est plutôt des biens matériels qui sont ciblés à l'extrême droite. L'antisémitisme, dites-vous dans votre rapport, ne constitue plus une offre politique en soi. Alors comment expliquez-vous qu'un discours comme celui d'Éric Zemmour sur Vichy et Pétain ne l'invalide pas ou ne le marginalise pas plus ? C'est quelque chose de tout à fait neuf, parce que normalement, tout ce qui touchait à ça, effectivement, vous démonétisait politiquement. Et lorsqu'il y a eu ce qu'on appelait la dédiabolisation du Front National, les cadres du Front National, dont Marine Le Pen, avaient ciblé deux choses. Une chose, c'était enlever tout le discours sur l'inégalité des races, qui pouvait exister, toutes les conceptions ethnicistes, et l'autre chose, c'était toutes les provocations antisémites. Et l'idée, dans l'ensemble, c'était ainsi de se démarquer avec les extrêmes droites des années 30-40, bien évidemment, pour pouvoir se normaliser. Ça s'inscrivait aussi dans une dynamique qui est apparue en Europe après 2001, qu'on appelait la mutation néopopuliste avec mon camarade Jean-Yves Camus, qui étaient des extrêmes droites qui se présentent à cadre institutionnel constant, qui ne veulent pas changer les institutions tellement, qui disent nous sommes les défenseurs des libertés des sociétés européennes, des juifs, des gays, des femmes, contre le nouveau fascisme qui serait l'islam. On est dans cette dynamique. Ce qui se passe aujourd'hui avec Éric Zemmour, par contre, c'est effectivement saute le dernier verrou. Celui de la révision. Alors Éric Zemmour ne fait jamais une négation, attention, sur l'extermination des Juifs d'Europe. Mais par contre, une révision. Éric Zemmour, parfois vu par ses fans comme un historien, c'est quelqu'un qui travaille sur archives. Éric Zemmour n'a jamais touché une archive de sa vie. Quand il critique Robert Paxton, il le critique depuis un plateau de télévision, pas depuis les archives nationales avec un travail neuf. Et ce qu'il dit n'a en soi aucune valeur historique. Alors, quelles conséquences, par exemple, sur le Rassemblement national de ce discours de Zemmour, alors que publiquement, en tout cas, Marine Le Pen a voulu, vous venez de le dire, de se démarquer de ces questions pour justement avoir une validité, une offre politique importante. Oui, puis Marine Le Pen, l'antisémitisme, c'est une passion chaude. Quelqu'un qui dure aussi longtemps que Marine Le Pen dans la vie politique, je veux dire, cette passion chaude, elle se serait exprimée à un moment ou à un autre. Donc Marine Le Pen, à l'évidence, n'est ni en public ni en privé quelqu'un qui nourrit des sentiments antisémites. Il y a au Front National autre chose, qui est une façon de s'accommoder de la présence d'antisémites. Parce que, bien évidemment, les anciens du GUD, en particulier, qui ont été très présents dans les dernières années du Rassemblement National, Front National, sont des gens qui épouse officiellement un antisionisme radical, et qui, bien évidemment, dans la tradition du GUD, recouvre d'autres choses. Il y a donc souvent chez les militants du Front National un refus sincère de l'antisémitisme, et il n'y a pas de raison de critiquer cette sincérité, mais une capacité à s'accommoder de la présence néanmoins de gens qui, eux, n'auraient pas les mêmes idées. Il faut différencier les deux. Le RN parle d'une population blanche qui serait, en France, dépassée par une autre, les Noirs, les Arabes. Entre ces populations blanches et celles qui ne le sont pas, où se situent les Juifs là-dedans dans le discours d'extrême droite ? Alors ça, c'est une question extrêmement délicate et extrêmement délicate pour la théorie des extrêmes droites. Bien voir qu'au départ, les conceptions de l'arianisme ne parlent pas du tout de blanchité. Quand vous lisez Mein Kampf, il y a un seul moment où on parle des Blancs,
C'est pour expliquer que les Juifs manipulent la France pour importer des soldats noirs sur les territoires allemands pour détruire effectivement la race blanche. C'est le seul moment où Hitler se réfère à l'idée de blanchité. Cette idée de blanchité, elle va se construire au fur et à mesure de la Seconde Guerre mondiale avec l'ouverture du front de l'Est, avec les volontaires européens de la Waffen-SS qui vont représenter la moitié des effectifs en tout. Et là, on va commencer à voir ce genre d'idées apparaître et elles vont se formaliser à la fin des années 1940. Mais quand elles se formalisent, pour cette extrême droite radicale, les Juifs sont complètement exclus de la race blanche, bien évidemment. Et c'est même quelque chose qu'on voit dans les documents internes de mouvements néo-nazis des années 60, en disant « faisons attention, à force de parler des Blancs, des gens pourraient croire que les Juifs font partie de la race blanche. Il faut bien qu'on explique que notre blanchité est une poursuite de l'arianisme. » Maintenant, tout ça a été très bousculé au XXIe siècle. Il y a eu une conférence à Moscou qui rassemblait des membres de toute l'extrême droite radicale européenne, où justement ça a été un petit peu scandaleux parce que le français Guillaume Faye expliquait que désormais, face à l'islam, l'Alliance devait incorporer les Blancs. Ça incorporait les Juifs, et la défense face à l'islam, ça incorporait Israël, alors qu'il avait été un des champions de l'antisionisme radical dans les années 80. Donc c'est des choses qui ne sont pas fixées, rien n'est fixé là-dedans. L'antisémitisme, tel qu'on l'entend, le mot en français date de 1879, et il recouvre des réalités différentes au fur et à mesure du temps. En France, il y a des lois qui encadrent la liberté d'expression, Pleven et Guesso, contre les discours de haine, racistes et négationnistes. Comment le discours antisémite à l'extrême droite compose-t-il avec et évolue-t-il en fonction de ça ? Alors, la loi Pleven, elle a eu un effet fondamental sur l'extrême droite. Parce que la loi Pleven, effectivement, elle a fait qu'un certain nombre d'idées n'étaient plus exprimables sans encourir les foudres des tribunaux. C'est ce qui a permis au numéro 2 du Front National, qui était une grande figure du néofascisme européen, François Duprat, qui a été assassiné dans un attentat à la voiture piégée en 1978, d'imposer le thème 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop, d'imposer la ligne contre l'immigration sur un angle social, dont beaucoup n'y croyaient pas à l'extrême droite, dont Jean-Marie Le Pen au départ, parce que le reste n'était plus dissible. Et cette stratégie, résultat, il y a eu une modernisation qui a été permise par cette pénalisation. Il faut bien voir, c'est compliqué. De même, mon camarade, le juriste Dominique Sistac, avait étudié le nombre de condamnations par rapport à la loi Pleven pour incitation à la haine raciale et montré qu'en fait, c'était intégré à une espèce de business plan de certaines publications, c'était tout à fait gérable. Un hebdomadaire comme Rivarol prévoyait dans ses finances le fait d'être condamné devant les tribunaux. Donc ça a des effets qui sont compliqués et ça a parfois des effets modernisateurs qu'on n'imaginerait pas. Aujourd'hui, la question effectivement de revenir sur les lois Pleven, de revenir sur la loi Guesso, c'est quelque chose qui est tout à fait un marqueur des extrêmes droites. On peut avoir été très critique sur la loi Guesso, considérer, j'avoue que c'était mon cas, que la question de la pénalisation du négationnisme n'était peut-être pas la bonne réponse, mais aujourd'hui, il y a une espèce de consensus, et c'est clairement quelque chose qui relève de l'extrême droite. Vous et moi, on n'est pas gênés par le fait de ne pas pouvoir proférer d'insanité antisémite, négationniste, raciste. Les discours antisémites aujourd'hui, en tout cas dans ce qui en est dit en général, c'est des discours qu'on attribue plus aux islamistes et beaucoup moins à l'extrême droite. Qu'en est-il exactement ? Alors c'est une question qui est compliquée parce qu'elle recouvre plusieurs réalités. D'abord, bien voir sur la question qu'on cite souvent à propos de ça, sans même parler du djihadisme, la question des violences au jour le jour. Elle remonte pas à la seconde intifada comme c'est répété ad nauseam, c'est pas vrai du tout au niveau statistique, ça remonte hélas encore plus tôt, donc encore plus de violence, ça remonte à l'année 1990, dans l'avant-première guerre du Golfe. Donc c'est un problème de longue date. La question de la focalisation de l'antisémitisme du côté des islamistes et pas de l'extrême droite est une question un petit peu rapide. C'est résumer l'extrême droite à sa structure populiste électorale aujourd'hui. Alors, outre le fait que c'est pas si simple comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a bien évidemment d'autres formations à l'extrême droite et surtout d'autres médias. Alors, par exemple, le site d'égalité et réconciliation, je crois que personne ne considérera que c'est un site très philosémite. Il ne représente pas 8 millions de vues par mois, comme il a été dit à la commission d'enquête parlementaire par le DILCRA de l'époque, le préfet responsable de la DILCRA. Il était plus qu'à 3,5 millions. C'était il y a quelques années, 8 millions. Mais 3,5 millions, c'est pas rien. Un site comme Jeune Nation, donc, qui était l'organe de l'œuvre française qui a été dissoute en 2013, mais qui continue à fonctionner, c'est un petit site. Si on regarde par rapport aux grands médias, c'est entre 50 000 et 150 000
par mois, lecture. Alors évidemment, c'est rien si on compare ça au Figaro, au Monde, etc. Mais, etc. Donc, il y a un impact culturel de l'antisémitisme qui est plus important, de même qu'on sait très bien dans les enquêtes d'opinion que notre problème est bien moins la proclamation des opinions antisémites que l'accommodation, l'acceptation d'opinions antisémites. Là-dessus, il y a aussi une erreur complète sur les enquêtes d'opinion qui démontrent aujourd'hui encore, voir les travaux de Nona Meyer, petit a, qu'elles sont focalisées chez les gens qui votent, chez des gens qui sont des électeurs de l'extrême droite, du Front National, et non pas sur d'autres champs idéologiques. D'autre part, il y a une espèce de mythe chez certains qu'un l'antisémitisme aurait disparu par magie en 1944 en France. Il y a un sondage en 1978, on demande aux gens s'ils seraient prêts à voter pour un candidat à l'élection présidentielle s'il était juif. Il y a 28% de nos compatriotes qui répondent qu'ils ne voteront jamais pour un juif. Donc cette espèce de disparition de l'antisémitisme entre 1944 et la seconde intifada, c'est quelque chose qui est répété par des gens qui ne s'intéressent ni aux violences, ni aux opinions antisémites. Qu'est-ce qui fait, Nicolas Lebourg, aujourd'hui la force du discours antisémite en France ? Je crois que la force fondamentale de l'antisémitisme, c'est la réponse à la transnationalisation. C'est-à-dire, je me doutais, on a une globalisation qui commence au 19e siècle. La première globalisation financière, c'est les années 1860. Ça s'entend dans notre vocabulaire. Le mot immigration, il rentre dans le dictionnaire en 1876. Antisémitisme, je disais, c'est 1879. Racisme, c'est 1892. Islamophobie, c'est 1910. On a tout un vocabulaire et extrême droite, c'est 1820. On a tout un vocabulaire au 19e siècle qui nous montre bien toutes les réactions, toutes les difficultés à la société industrielle en voie de globalisation. On est rentré dans la globalisation dans une phase après 1945 de transnationalisation, une transnationalisation qui s'accélère. L'antisémitisme y répond. Il répond de manière très claire, il vous dit il y a un pouvoir juif mondialiste. Le terme de mondialiste d'ailleurs, il apparaît dans les extrêmes droites par des groupuscules néo-nazis dans les années 1960 en France. Il y a une explication claire, le monde se met à plat, le monde se transnationalise, les États-nations se déconstruisent par cette causalité. Et quand on répond à l'antisémitisme, on va dire c'est un complotisme débile, c'est un sentiment de haine, etc. Mais on n'explique pas les phénomènes socio-économiques. Beaucoup de nos compatriotes se disent pourquoi le patron de Netflix, est-ce que le patron de Netflix a plus de pouvoir que tel ministre en France, etc. sur les réalités sociales. Où est le pouvoir? C'est ça que dit toujours en fait le conspirationnisme dont on parle tant. Où est le pouvoir dans cette société? Et c'est vrai que c'est pas devenu très lisible. La force de l'antisémitisme, c'est de répondre à ça d'une manière nette, carrée, une causalité unique, des démonstrations certes oiseuses, mais des démonstrations. Et quand vous regardez, j'évoquais le site d'égalité et réconciliation, vous voyez qu'on a beaucoup de gens qui sont à l'évidence des gens qui ont un bon niveau de formation, qui sont sans doute des bac plus 3, bac plus 5, qui ont des connaissances en sciences humaines, qui ont des connaissances en économie, pas assez pour comprendre comment fonctionne la transnationalisation, assez pour se dire il y a un problème, je ne sais pas où est le pouvoir. Et je crois que c'est vraiment la grande force de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est que personne ne répond à où est le pouvoir, personne ne répond à comment fonctionne la transnationalisation. On tient des grands discours soit sur les États-nations, dont c'est très bien historiquement que leur temps est révolu depuis la Première Guerre mondiale, ça fait quand même un petit siècle, soit effectivement on tient des grands discours oiseux, mais on n'explicite pas ces mécanismes-là. Nicolas Lebourg, est-ce qu'on peut dire que le discours d'Éric Zemmour est d'extrême droite et en quoi l'est-il ? Alors, extrême droite, c'est pas une injure, c'est une catégorie politique. C'est une catégorie politique qui n'a rien à voir avec le nazisme, qui n'a rien à voir avec Vichy, puisqu'elle naît dans la société française dans les années 1820, donc largement avant. Quand elle naît, ça veut dire quoi, extrême droite? C'est quelqu'un qui considère que les institutions sont en train d'amener la France au chaos et à la révolution, et que donc, pour remettre de l'ordre, il faut donner un coup de désordre, dégager les mauvaises élites qui nous amènent à la révolution, pour qu'enfin des élites judicieuses remettent de l'ordre et de la discipline dans ce pays. Donc là-dessus, on voit bien qu'on est sur une question sur laquelle je crois M. Zemmour se présente assez en élite de remplacement face à des élites qui nous amèneraient au chaos. Par-delà, que nous apprend l'histoire, un courant d'extrême droite, une pensée d'extrême droite, quel que soit le pays, quelle que soit la période et quel que soit le courant, elle a au cœur de sa vision du monde ce qu'on appelle l'organicisme. L'organicisme, c'est l'idée que votre unité sociale, c'est l'unité d'un corps, aucune partie ne peut en être défaite, toute transformation va l'amener à la mort. L'apport de l'étranger, ce sont évidemment des métastases et le cancer, etc. Donc ça, c'est l'organicisme et c'est le cœur des visions du monde. Il me semble, à la lecture de quelqu'un comme Éric Zemmour, des livres qu'il écrit, pas que j'écris moi, mais c'est la même chose pour les ouvrages de Marine Le Pen, que le cœur de leur pensée, c'est une pensée organiciste.
Éric Zemmour tient des propos révisionnistes sur le rôle de Pétain, sur Vichy. Et Éric Zemmour, tout le monde l'a constaté, est juif. Est-ce que ça donne une force particulière à son discours? Est-ce que ça permet, entre guillemets, son acceptation par d'autres personnes plus facilement? Alors il faut bien voir que là-dessus, je crois qu'Éric Zemmour est plus un symptôme qu'un moteur. C'est-à-dire qu'après 2012, on a une forte droitisation des Français juifs. Jérôme Fourquet, que chacun connaît, a fait des calculs très précis là-dessus pour montrer qu'entre 2012 et 2017, la progression du vote FN chez les Français juifs était le triple de la progression de l'ensemble de la population. Donc c'est un groupe au sein de la société française qui se droitise beaucoup plus et qui se polarise beaucoup plus aisément vers le Front National depuis quelques années. Il est symptomatique de ça. Chez Éric Zemmour, cette question-là, elle est quand même toujours liée. Dans les origines d'Éric Zemmour, c'est pas juste juif, c'est toujours juif d'Algérie. Et c'est quelque chose de très important parce qu'il faut bien voir, il mobilise parfaitement la mémoire de la guerre d'Algérie. Depuis 2015, et durant tout 2015, il n'a cessé de répéter, c'est les attentats, c'est la troisième mi-temps de la guerre d'Algérie. Il y a encore 18 mois, dans une polémique mémorielle comme nous en faisons tant autour de la guerre d'Algérie, il avait justifié la torture en disant, rendez-vous compte, il y avait un Bataclan par jour. Et ça, c'est le discours aussi, vous savez, profondément, les groupes à visée terroriste qui ont été démantelés, AFO, OAS, ils disent la même chose. Ils disent les attentats de 2015, ils se sont créés en réaction aux attentats, mais ils disent les attentats de 2015, c'est aussi la poursuite de la guerre d'Algérie. De même, dans le discours d'Éric Zemmour sur la fragmentation de la France, il y a des moments, c'est extraordinaire quand on le lit, parce que si on connaît un petit peu l'histoire démographique de la période coloniale de l'Algérie, on retrouve en fait des choses et des descriptions qui correspondent à l'Algérie de cette époque. Il y a cette espèce de rencontre assez particulière chez lui. Il mobilise autant la mémoire algérienne que la mémoire juive là-dessus. Il le fait d'une telle façon qu'effectivement, ça rend très difficile, en particulier pour ses adversaires de gauche, issus de la gauche, d'aller le tacler, parce que ce que disait Jean-Marie Le Pen la semaine dernière, effectivement, son origine juive fait qu'on ne le tacle pas, la gauche ayant souvent l'habitude, effectivement, de renvoyer au fascisme ou au nazisme, ne peut pas tacler. Ça nous ramène à ce qu'on disait il y a quelques instants, l'extrême droite, c'est pas juste le fascisme, l'extrême droite, c'est pas juste le nazisme, ça date d'il y a 2 siècles dans notre vie politique française, il faut la regarder avec ses particularités, et bien évidemment, on peut être juif et tout ce qu'il y a plus d'extrême droite. Alors, est-ce que le fait aussi qu'Éric Zemmour soit juif et tienne ce type de propos, est-ce que ça peut développer l'antisémitisme en France? Alors, là aussi, il faut séparer l'antisémitisme comme violence, l'antisémitisme au niveau des idées, je crois. Ce qui fait des pics de violence antisémite en France depuis des décennies, on l'a vu au moment de l'attentat de la rue Copernic, on l'a vu au moment du procès Klaus Barbie, on l'a vu lors de la guerre du Golfe, c'est des stimuli, un stimuli qui est soit lié bien évidemment à ce qui se passe au Proche-Orient, soit lié à une grande polémique intérieure autour de la Seconde Guerre mondiale. Sur les violences d'extrême droite antisémite, on a une explosion fantastique, par exemple, après l'attentat de la rue Copernic, qui lui, pourtant, est un attentat d'origine moyen-orientale, pas du tout d'extrême droite. Donc, en soi, Éric Zemmour, il ne correspond pas à cette structure. Il n'y a pas de raison qu'il provoque d'une manière ou d'une autre des choses. Est-ce qu'il peut provoquer une montée d'idées antisémites? Alors, dans ce cas, je ne me sens pas du tout proche d'Éric Zemmour, mais je dirais d'abord que le problème, ça sera les antisémites. Ça ne sera pas M. Zemmour sur ces choses-là. Rappelons-le, les gens qui sont responsables des idées ou des violences antisémites, c'est les antisémites, c'est pas les juifs. Ensuite, est-ce que, bien évidemment, il peut servir de prétexte à une agitation d'antisémites? C'est évident. C'est évident, on voit bien qu'à l'extrême droite, Marine Le Pen, en une moindre part que Louis Alliot, mais Louis Alliot a beaucoup été le juif Alliot déjà. Et dans la question de la dédiabolisation, être vu comme une façon, le Front National se dédiabolise, se normalise, parce qu'en fait, c'est un coup des juifs pour le mettre à plat. Ça, c'est une vieille histoire. Il y avait des anciens SS qui avaient quitté le Front National avec M. Bousquet qui a déposé les statuts avec Jean-Marie Le Pen du Front National en 72, au début des années 80, parce qu'ils disaient depuis l'assassinat de François Duprat, Jean-Marie Le Pen était devenu un jouet d'Israël, et ils avaient dénoncé les manœuvres talmudiques de Jean-Marie Le Pen. Donc, il y a toujours des choses comme ça. On ne peut pas dire que c'est un fort impact politique normalement. Ça relève de l'entre-soi, plutôt. Ça relève de la motivation de ces groupes-là. On ne peut pas dire que, pour l'instant, ce genre de choses est pris beaucoup dans la société, sur ce genre de dynamique-là. Merci Nicolas Daubourg. C'est bon.